Monseigneur, Coucou tout le monde, ici Stranger Jazz et c'est parti pour un nouvel épisode. Surtout que pour aujourd'hui, je vous ai réservé un épisode totalement inédit. J'ai eu beau fouiller YouTube, j'ai trouvé 0 vidéo qui traite du sujet. Ce qui est quand même relativement étrange au vu de ce qui a pu s'y passer. Bref, je serai l'un des premiers à pouvoir vous la raconter sur YouTube et c'est un honneur, d'autant plus que j'affectionne particulièrement l'île de Tahiti. J'ai pas mal d'amis qui en sont originaires et c'est des gens vraiment très sympas. Je vais donc leur dédicacer cet épisode, même si j'avoue que je suis grave étonné qu'elles m'en aient pas parlé avant. Je pense qu'elles étaient tout simplement pas au courant de cette affaire. Un énorme bisou à Séverine et Alex, mes deux Tahitiennes d'amour préférées, je vous love. Mais avant de vous raconter cette histoire, vous êtes encore très nombreux à me regarder sans pour autant vous être abonnés à la chaîne et c'est un petit peu le drame de ma vie actuellement. Donc si jamais vous voulez y remédier, il y a juste un clic. Vous pouvez aussi également rajouter un petit like, ça ne fera que booster ma motivation. Notre histoire d'aujourd'hui prend donc place à Faïté, une minuscule atoll située dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. J'avais d'ailleurs eu le malheur durant tout l'épisode d'écorcher le nom de cette magnifique petite île que j'ai appelée Fate et qui en fait s'appelle Faïté, mais rassurez-vous, j'ai modifié tout cela. Mais du coup, il se passe quoi à Faïté? Alors, pour faire simple, une femme va débarquer sur leur île et réussir à convaincre la grande majorité des habitants qu'une force démoniaque va s'abattre sur eux par le biais d'une vague géante. Oui, je sais, ça peut être un peu dur à avaler au début. Mais pour leur défense, je tiens quand même à préciser que ça leur était déjà arrivé 5 ans plus tôt. Non pas qu'une barjo vienne leur raconter des conneries, mais qu'un tsunami s'abatte sur leur île. Les traumatismes sont encore présents et c'est ça qui va les pousser à croire à cette histoire et à rentrer dans une folie meurtrière collective. Vous avez encore pas mal de témoignages des survivants qui circulent sur internet. Je vais pas vous en dire plus, cette histoire est complètement dingue. Tout de suite, le générique. Ils avaient affaire à des gens qui étaient des malades mentaux. Au lieu de les guérir, c'est allé de pire en pire. Donc ils sont allés à des solutions extrêmes qui étaient inspirées par les croyances anciennes. Donc le feu purificateur. Mais là, ça n'avait rien à voir avec une possession diabolique ou une oppression diabolique. Debout sur le toit d'une cahute, à 2 pas du rivage, un adolescent se dresse vers la foule. Revêtu d'une aube de prêtre trop grande pour lui, il dresse un crucifix vers le ciel, puis s'exclame « Tremblez, car la vague est là, elle arrive, demandez pardon pour vos péchés ». L'assistance tombe à genoux, à l'exception de quelques-uns qui s'enfuient vers la plage et se jettent à l'eau tout habillés. « Où courez-vous » hurle le garçon. « Il n'y a que l'eau autour de vous, vous ne pourrez pas vous échapper. » La catastrophe est en marche, mais ce n'est ni un raz-de-marée, ni un typhon qui menace l'atoll, c'est un envoûtement collectif qui va faire basculer l'île dans une barbarie sans nom. Mais pour mieux comprendre notre histoire, il va donc falloir retourner 3 semaines en arrière, soit le lundi 3 août 1987. Ce matin-là, le soleil est déjà haut sur Faïté, minuscule atoll de l'océan Pacifique en Polynésie française. Lorsqu'un bateau à moteur fend les eaux turquoises du lagon, à bord, 3 femmes d'une 50aine d'années qui arrivent tout droit de Papeete. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut bien saisir ce qu'est Faïté, une minuscule bande de sable au beau milieu du vaste océan de la planète. Hormis le bateau qui approvisionne la population en vivres une fois par mois, rien ne relie ce confetti au reste du monde. Il n'y a pas de télévision, pas de téléphone, pas d'aéroport et pas de touristes. Les quelques 200 habitants de l'île vivent au rythme de la pêche aux langoustes et de la récolte des noix de coco.
Dans ce décor paradisiaque, les rares conflits sont réglés par le maire, Michel Théata, et par le prêtre, le père Nicolas, un curé itinérant qui se déplace d'île en île. Normalement, ce sont eux qui auraient dû accueillir les 3 visiteuses, mais le maire était en déplacement à Papeete et le père Nicolas en visite sur une autre île de sa paroisse. Sur le débarcadère, la plus imposante des 3 femmes, une certaine Sylvia Alexandre, ordonne à la population de se réunir à l'église. Il semblerait qu'un mal obscur soit à l'œuvre sur l'île, annonce-t-elle. J'ai vu la vague au loin qui va tout emporter si nous ne chassons pas le malin. Et justement, le tsunami qui a ravagé l'île 5 ans auparavant hante toujours les esprits et cette évocation affole littéralement les habitants. Pendant 3 semaines, Sylvia Alexandre va chauffer à blanc la population en les menaçant de tous les maux. Puis à la fin du mois d'août, elle s'en va comme elle est venue pour évangéliser une autre île, dit-elle. Mais avant son départ, elle prend bien soin d'organiser un banquet au cours duquel elle va désigner une poignée de jeunes gens. « À toi, Gérard, je donne la puissance du Fils de Dieu. À toi, François, je donne le pouvoir de guérison. » Un autre reçoit même le pouvoir de faire parler les timides. En tout, ils sont une dizaine, tous fiers de leur nouvelle fonction. À peine Sylvia Alexandre est-elle partie que l'un de ses remplaçants se lance dans un exorcisme collectif, à la manière de son idole. Seulement, Lohan, l'adjoint du maire, qui lui a gardé toute sa lucidité, lui demande alors de se calmer et de repartir chez lui. D'abord réticent, la foule se disperse et Lohan a gain de cause. Mais à peine qu'il fut rentré chez lui, il entend du bruit devant sa porte. Il ouvre et tombe sur une poignée de fanatiques qui le jettent au sol et le roudent au cou. C'est un déchaînement d'une violence bestiale. Alors, je préviens, attention à vos oreilles pour ce qui va suivre. L'un des agresseurs lui crève les yeux avec un crucifix, un autre lui enfonce des morceaux de bois dans la gorge pour en extraire le démon. « Sors, sors !» hurlent les enragés qui finissent par l'étrangler. Le pauvre adjoint au maire décède sur le coup. Mais maintenant, que faire ? Enterrer la victime ? Le démon se propagerait par le sol. Il faut brûler le corps, dit l'un d'eux. Quelques minutes plus tard, sur le petit terrain situé juste en face de l'église, les branchages se mettent en place pour créer un sinistre bûcher. On apporte alors un bidon d'essence et la nuit tombée, les flammes jaillissent, envoyant vers le ciel une épaisse colonne de fumée noire comme une horrible odeur de chair brûlée. Le point de non-retour a été atteint. Et à présent, les habitants de l'île sont comme ivres de sang. Un jeune homme du village qui passe embrasser sa mère la trouve dans un état suspect. Sans doute malade, elle dégage une vilaine odeur. Son fils croit alors voir là l'œuvre du démon. Il traîne la pauvre femme jusqu'au lagon pour un bain purificateur. Elle se débat, mais le garçon est bientôt rejoint par une dizaine de copains, la forcent à ouvrir les mâchoires et lui lacèrent la gorge jusqu'au sang. Au petit matin, son fils charge sur son épaule la pauvre femme évanouie et marche jusqu'au brasier, dont les flammes atteignaient 6 mètres de hauteur. Il y jette alors le cadavre de sa mère, puis crie « Dégage, dégage Satan !» Un peu plus loin, c'est un vieux du village qui se fait agresser. Sous une autre forme de procès, on l'étrangle à l'aide d'une corde et on le balance à son tour sur le bûcher. Les derniers habitants à n'avoir pas cédé à la folie collective, comme Christian, l'instituteur, se terrent chez eux. À la nuit tombée, une partie du village se rassemble pour une veillée, mais voilà qu'un homme, Maréco, vient de se sentir mal. « Ma gorge me brûle !» hurle-t-il. « Aidez-moi !» Ils sont 6 démons qui me torturent. « Nommez-les !» ordonne-t-on. Il y a le vieux Ragourou, Ouripai, et Simone, sa femme, et Maïn, et Hiro, et Temutumu. Ils sont en moi, surtout Ravigoru. Ils me possèdent. Les furieux vont aussitôt chercher le Ravigoru, équipé de cordes et d'un harpon de pêche. À cet instant, le vieil homme se trouve dans son lit. Les jeunes lui éclairent les pupilles avec une lampe torche. Elle se dilate, c'est un signe. Ravigoru est traîné à l'extérieur et est jeté vivant dans les flammes. Puis il est décidé d'aller voir Simone, la propre sœur du maire. Au petit matin du 4 septembre 1987, la chasse aux démons a déjà fait 6 morts et le bûcher brûle toujours dans l'attente des prochaines victimes. C'est alors que par-delà la barrière de corail, un bateau est à l'approche avec à son bord le père Hubert et Michel Théata, le maire de Faïté. Ils se sont précipités après un appel de Christian Moret, l'instituteur. Lorsque les 2 hommes mettent un pied sur l'île, ils ont tout juste le temps de détacher un malheureux, ligoté près des flammes. Le maire ne saurait dire ce qui le choque le plus, les ossements humains qui se calcinent dans le brasier ou la lueur fanatique qu'on lit dans le regard des habitants. Il appelle un médecin de l'archipel qui administre à chacun des villageois des anxiolytiques.
Et de longues heures plus tard, quand ceux-ci sortent enfin de leur transe, beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Était-ce un cauchemar ? Hélas, les cendres du bûcher sont toujours là et les morts ne reviendront pas. Alors quel sens donner à une telle furie ? Lorsque l'enquête démarre, les gendarmes ont l'étrange impression d'interroger non pas des criminels, mais des hommes paisibles, eux-mêmes horrifiés par ce qu'ils ont été capables d'accomplir. On n'a sans doute jamais rencontré d'assassins plus pacifiques. Scène surréaliste, le soir venu, une fois le travail de reconstitution achevé, accusés, gendarmes et victimes entament une longue partie de foot sur la plage, avant de plonger tous ensemble dans le lagon. Mais MDR, et pourtant je vous assure que c'est bien ce qui est écrit. En mars 1990, 24 personnes ont été jugées par le tribunal de Papeete. Les accusés ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 années de prison. Avant l'énoncé du verdict, l'un d'eux s'est tourné vers l'instigatrice de tous ces crimes, Sylvia Alexandre, simple témoin puisqu'elle n'a pas directement participé au meurtre. C'est par toi que tout ceci est arrivé, pourquoi as-tu fait cela à notre île ? Aujourd'hui, tous ont fini de purger leur peine et la plupart sont retournés vivre à Faïté, où l'on n'évoque plus que l'incroyable épisode qu'à demi-mot. L'ancienne église a été détruite, en lieu et place du sinistre bûcher, une croix a été érigée, sans aucune inscription. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, le drame de Faïté a marqué au fer rouge l'histoire de la Polynésie. Le nom de ce petit atoll perdu au milieu du Pacifique résonne jusqu'à Tahiti et au-delà. Personne n'a vraiment oublié, même si beaucoup ont posé un voile sur cet événement. Tu sais, je préfère ne pas en parler, nous sommes passés à autre chose, la vie continue. Les habitants ont fait vœu d'amnésie, à peine le drame terminé. Christian Moret, l'instituteur, l'a constaté à son retour sur fête le 27 septembre. L'ancien directeur se rappelle, on sentait déjà qu'une chape de plomb était tombée. Tout le monde voulait repartir du bon pied et l'ambiance était très calme, très sereine. La population voulait que les choses redémarrent, que les plaies soient pansées. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Fate, cette petite île de la Polynésie française. Et mince, j'avais complètement oublié de modifier le dernier Faïté de notre épisode, mais au moins comme ça, vous aurez bien retenu sa prononciation. Alors là, je serais vraiment très curieux de savoir si vous aviez déjà eu vent de cette histoire. Moi, je la connaissais pas du tout, alors n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Cette histoire paraît vraiment surréaliste, mais bon, ils ont quand même déjà vécu un tsunami auparavant, on peut pas vraiment leur en vouloir d'avoir cru cette femme qui savait si bien parler devant une foule. En tout cas, je suis super heureux d'avoir découvert cette petite île qui est Faïté. En dehors de cet épisode, c'est vraiment un petit coin de paradis. Décidément, l'horreur frappe tous les recoins de cette magnifique planète et vous le découvrirez très vite avec l'histoire des zombies d'Haïti que je prépare actuellement. Mais juste avant cela, c'est-à-dire samedi prochain, nous partirons en urbex dans un magnifique château où j'étais parti faire du bénévolat. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.